La vie est un phénomène inhabituel et mystérieux. On suppose qu'il existe de nombreux endroits dans l'univers avec des conditions minimales nécessaires à la naissance et à l'évolution de la vie. Mais en fait, aucune preuve directe et irréfutable de l'existence de vie biologique en dehors de notre propre planète n'a été trouvée. La recherche de formes de vie extraterrestres figure en tête des priorités de l'exploration spatiale, et son objet est de répondre à la question qui passionne l'esprit humain depuis des temps immémoriaux. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Après tout, pour que la vie biologique naisse et commence à évoluer, un mélange d'un grand nombre de facteurs est nécessaire dont les principaux sont l'eau liquide, une source d'énergie et une certaine diversité chimique. Outre la Terre, plusieurs autres endroits du système solaire sont des candidats potentiels à la vie. Sans aucun doute, Mars est le plus prometteur et le plus étudié ces dernières années. Mais il y a aussi des chances de découvrir une vie extraterrestre au-delà de son orbite. Tout ce qu'il faut, c'est regarder de plus près la prochaine planète la plus proche du Soleil, après Mars. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Sa masse est égale à 318 fois celle de la Terre. C'est une géante gazeuse, composée majoritairement d'hydrogène et d'hélium. En outre, du méthane, de l'ammoniac, des composés soufrés et azotés et de la glace d'eau ont été détectés dans son atmosphère. Malgré la diversité des composés chimiques, la possibilité de trouver des formes de vie sur Jupiter est extrêmement infime. L'absence de toute surface dure, les températures élevées des couches internes de la planète et la pression inimaginable dans les entrailles de la géante gazeuse ne laissent aucune chance de survie aux objets biologiques. En même temps, Jupiter possède une vaste gamme de lunes, dont 4 des plus connues, Io, Callisto, Ganymède et Europe, qui ont été découvertes dès 1609 par Galilée. Elles sont parmi les plus grands satellites du système solaire, se rapprochant en taille de la Lune ou de Mercure. Il est également suggéré que Jupiter a accumulé une grande quantité d'énergie thermique en raison de la contraction gravitationnelle lors de sa formation, ce qui fait qu'elle dégage maintenant plus d'énergie thermique qu'elle n'en reçoit du Soleil. Par conséquent, la géante gazeuse avec tous les objets qui l'orbitent peut être considérée comme une version miniature du système solaire. À première vue, les lunes de Jupiter peuvent sembler n'avoir aucune perspective en termes de recherche de vie extraterrestre. Loin du Soleil, elles sont enfermées dans la glace et leurs atmosphères ne sont pas denses. Cependant, en y regardant de plus près, ces objets célestes révèlent des faits fascinants et prometteurs. Callisto, Europe et Ganymède sont très susceptibles d'avoir des océans liquides sous leur croûte de glace. Selon les estimations, les objets spatiaux avec des océans cachés peuvent offrir des conditions favorables à la vie, même s'ils sont beaucoup plus éloignés de leur étoile que des planètes comme notre Terre. L'épaisse croûte de glace à leur surface sert non seulement de protection contre les radiations et les météorites, mais agit également comme une assez bonne isolation thermique. C'est pourquoi il est possible que les conditions à l'intérieur d'une immense couche d'eau soient suffisamment bonnes pour que la vie y naisse et évolue. Ces considérations font des satellites de Jupiter l'une des cibles les plus attrayantes pour l'exploration dans le système solaire. Et maintenant, regardons de plus près chacun d'eux. Ganymède est l'objet céleste le plus grand et le plus massif des environs de Jupiter. De tous les satellites du système solaire, il a non seulement la plus grande taille, mais il ressemble plus qu'à tout autre à une vraie planète. Le rayon de Ganymède est de 2634 km, soit 8% de plus que celui de Mercure. La masse de ce corps céleste atteint 1,48 fois 10 puissance 23 kg, ce qui le rend 2 fois plus lourd que la Lune. Fait intéressant, Ganymède est le seul satellite de notre système avec un noyau de métal liquide et sa propre magnétosphère. Des processus de désintégration nucléaire ont lieu à l'intérieur de Ganymède, ce qui chauffe encore plus le satellite. La température moyenne à la surface du satellite est de 110 Kelvin ou 163 degrés Celsius en dessous de zéro. Et on estime selon les calculs que le noyau devrait avoir une température de 1500 à 1700 Kelvin. Les études du champ magnétique de Ganymède menées par la sonde spatiale Galileo ont montré qu'il pourrait y avoir un océan salé multicouche sous la croûte de glace du satellite à une profondeur d'au moins 200 km. Il peut comporter jusqu'à 4 couches, chacune étant constituée d'eau avec une salinité, une densité et une température différentes. Ces couches sont séparées les unes des autres par de la glace. Les études spectrographiques de la surface de Ganymède montrent qu'il a une atmosphère d'oxygène extrêmement raréfiée. Ce n'est cependant pas une preuve irréfutable de l'existence de la vie biologique sur le satellite. L'oxygène moléculaire est susceptible de se former à la suite de la décomposition de la glace d'eau au rayonnement ultraviolet.
L'hydrogène qui en résulte s'évapore dans l'espace, tandis que l'oxygène, qui est un élément plus lourd, se dépose près de la surface. En plus d'une énorme quantité de glace d'eau, on trouve à la surface de Ganymède du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre, des sels d'acide sulfurique, ainsi que certaines substances organiques. Ils pourraient bien provenir des profondeurs de l'océan souterrain, mais les mécanismes de leur pénétration à la surface du satellite ne sont pas encore connus. Callisto est un autre objet céleste potentiellement tout aussi attrayant pour la vie. Ce satellite est le deuxième plus grand de Jupiter et se trouve le plus éloigné de celui-ci. Son diamètre est de 4820 km, presque comme celui de Mercure. Callisto est enfermé dans une croûte de glace qui a une épaisseur de 80 à 150 km. Il est fort probable qu'il y ait un océan salé caché en dessous contenant de grandes quantités d'ammoniac et d'autres substances. Les estimations de sa profondeur varient de 50 à 300 km et sa température est d'environ 251 Kelvin, soit 21 degrés Celsius sous zéro selon la plupart des modèles. En raison des impuretés et de la haute pression dans de telles conditions, l'eau doit rester liquide. Sous la surface de l'océan, il y a probablement une couche de glace d'environ 300 km d'épaisseur, et le noyau du satellite composé de glace d'eau et de roches se trouve encore plus profondément. La surface de Callisto est littéralement criblée de cratères. L'analyse du spectre de la lumière réfléchie par ce corps céleste a révélé la présence non seulement de glace d'eau et de roches à base de silicium, mais aussi d'ammoniac, de dioxyde de carbone, de composés soufrés, de fer et de magnésium, ainsi que de petites quantités de tholin, des polymères organiques complexes contenant de l'azote. Ces substances aux couleurs vives se forment à la surface des corps célestes par l'influence du rayonnement ultraviolet. Malheureusement, Callisto se trouve trop loin de Jupiter pour en tirer plus de chaleur, car l'impact des marées du voisin géant ne suffit pas à déformer correctement le satellite. En outre, la majeure partie de ce corps est constituée de glace, alors qu'il est préférable qu'il y ait un contact avec les roches dures qui satureraient l'eau avec des éléments nécessaires pour que la vie naisse. La faible diversité des composés chimiques et les basses températures réduisent considérablement la probabilité que la vie soit apparue sur ce satellite. Pourtant, cette possibilité ne doit bien sûr pas être encore exclue. Toutefois, le plus prometteur des satellites de Jupiter en termes de recherche de vie extraterrestre est Europe, la plus petite des 4 lunes galiléennes de Jupiter. Elle est juste un peu plus petite que notre Lune. La température à l'équateur de ce corps céleste est de 110 Kelvin, soit 163 degrés Celsius en dessous de zéro. Au pôle, elle peut descendre jusqu'à 50 Kelvin, soit 223 degrés Celsius sous zéro. Europe est verrouillée par les marées de Jupiter et lui montre toujours la même face. Cependant, sa rotation n'est pas parfaitement synchronisée. De petites déviations par rapport à la trajectoire calculée ont été observées. Cela peut signifier qu'il existe une couche liquide entre la surface et le noyau d'Europe. Cette hypothèse est confirmée par les études sur l'interaction du satellite avec le champ magnétique de Jupiter menées par la sonde Galileo à la fin du siècle dernier. L'analyse des crevasses dont la surface d'Europe est couverte montre de plus que dans le passé, la croûte du satellite s'est déplacée de 80 degrés par rapport à l'intérieur, ce qui aurait été impossible sans une couche liquide entre les deux. Le voisin massif a un fort impact sur Europe en provoquant de puissants raz-de-marée dans son océan caché. Ainsi, Jupiter réchauffe encore plus le satellite en raison de la friction interne. Les calculs montrent que la température à l'intérieur d'Europe est suffisamment élevée pour qu'un océan d'eau soit à l'état liquide. Sa profondeur pourrait atteindre 100 km et son volume pourrait être le double de celui de l'océan mondial de notre Terre. Europe est recouverte d'une couche uniforme de glace exceptionnellement lisse et propre. Les éléments les plus hauts du relief se dressent à quelques centaines de mètres au-dessus de la surface. L'épaisseur de la croûte de glace peut aller de 10 à 30 km, mais la surface du satellite est recouverte d'un réseau de fissures longues et profondes. Il est possible que certaines d'entre elles atteignent la couche d'eau souterraine. Dans ce cas, la glace recouvrant le fond de telles crevasses constituerait un matériau précieux pour étudier la composition intérieure d'Europe. Une autre caractéristique distinctive du satellite sont de puissants geysers de glace. Ils n'entrent en éruption que lorsque Europe est à son point le plus éloigné de Jupiter. La hauteur des jaillissements peut atteindre 200 km. Ces jets géants sont constitués de vapeur d'eau qui est d'ailleurs étonnamment propre. On ne sait toujours pas avec certitude si les geysers ont quelque chose à voir avec l'océan à l'intérieur d'Europe ou s'ils proviennent de lacs géants cachés dans la croûte de glace du satellite. Actuellement, la composition de l'océan caché du satellite est estimée à partir de la glace recouvrant l'intérieur des plus grands cratères d'Europe. Pour percer une épaisse couche de glace dure, il faut laisser tomber un objet vraiment immense.
Une fois la croûte de glace brisée, l'océan intérieur gèle et forme le fond du cratère. L'analyse spectrale des cratères révèle des composés de magnésium, de soufre, de fer, ainsi que de peroxyde d'hydrogène et d'acide fort. Cela démontre qu'il existe une grande diversité de minéraux dans l'hydrosphère cachée du satellite. L'atmosphère d'Europe contient de l'oxygène qui se forme à la suite de la décomposition de l'eau glacée par le rayonnement ultraviolet. Cependant, l'enveloppe gazeuse du satellite est environ 1 billion de fois plus clairsemée que celle de la Terre. Quoi qu'il en soit, selon certains calculs, la concentration en oxygène dans l'océan souterrain d'Europe pourrait être suffisante pour maintenir une vie aérobie unicellulaire. La source d'énergie et de nutriments dans ce cas sont des volcans sous-marins qui saturent l'eau avec des oxydes de soufre et de fer. Les créatures primitives peuvent s'attacher à la surface inférieure de la croûte de glace ou nager librement dans la colonne d'eau. Il a même été suggéré qu'il pourrait y avoir des organismes multicellulaires primitifs dans l'océan d'Europe, mais cette hypothèse semble un peu trop audacieuse. En fait, il existe un grand nombre d'espèces sur Terre qui pourraient survivre dans les conditions estimées de l'océan souterrain d'Europe. Il y a parmi eux non seulement des bactéries résistantes aux environnements difficiles, mais aussi des créatures multicellulaires comme par exemple les tardigrades. Par conséquent, nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'une vie primitive soit apparue indépendamment dans les profondeurs de cet objet céleste. Malheureusement, malgré le vif intérêt que nous portons à Jupiter et à ses satellites jusqu'à présent, ils n'ont été étudiés que brièvement, et cela par des engins spatiaux qui les croisaient alors en route vers d'autres destinations. L'atterrissage direct à la surface des satellites de la géante gazeuse n'a jamais été effectué. Pour le moment, la plus grande planète de notre système est étudiée par la sonde Juno, et en juillet 2021, elle est passée à l'étude des lunes galiléennes. Il ne fait aucun doute que les données recueillies par Juno sont essentielles pour comprendre les processus qui se déroulent dans le système de Jupiter. En ce qui concerne les futures missions, en 2012, l'Agence spatiale européenne a annoncé le démarrage des travaux sur le projet JUICE, ou Jupiter Icy Moon Explorer. Le nom de la mission peut être traduit par « Explorateur des lunes glacées de Jupiter ». Et son objectif sera d'étudier en détail la géante gazeuse elle-même, ainsi que Ganymède, Europe et Callisto. JUICE sera lancé cette année, mais n'atteindra les environs de Jupiter qu'en 2031. La mission se poursuivra jusqu'en 2035 et si tout se passe comme prévu, elle devra enrichir considérablement nos connaissances sur Jupiter et ses satellites. Un autre projet de recherche majeur est Europa Clipper, sous la direction de la NASA. Cette sonde automatique devra quitter la Terre au plus tard en 2024 et atteindra le système de Jupiter en 2030. L'objectif de la sonde est tout à fait prévisible, c'est Europe. Contrairement à JUICE, c'est sur ce corps céleste que Clipper est censé se concentrer de plus près. Certes, toutes ces expéditions sont des projets d'avenir. Je ne doute pas que de nouvelles données précieuses et éclairantes seront collectées à la suite desquelles nous ferons de notre mieux pour traiter et réaliser de nouvelles vidéos informatives. Nos connaissances sur l'univers augmentent de jour en jour et Cosmo est heureux de vous tenir au courant. Si vous avez trouvé cette vidéo suffisamment captivante, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si vous voulez continuer à apprendre quelque chose de nouveau. Et n'oubliez pas de parler de nous à vos amis. Et c'est parti!